Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans la Nuit du Sport, édition de ce mercredi 17 septembre. Dans la pause actu ce soir du cyclisme, le coureur mauricien Alexandre Meyer est le grand vainqueur de la 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La course s'est achevée dimanche dernier. Le premier Camerounais n'est autre que Kamzon Abo Solo qui termine troisième au classement général. Également dans la pause actu du football avec ce transfert du portier camerounais André Onana qui a quitté Manchester United sous forme de prêt pour Trabzonspor en Turquie. André Onana a d'ailleurs fait ses débuts le week-end dernier sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Bonne ou mauvaise destination, on tentera de répondre à cette préoccupation tout à l'heure. Dans la seconde partie de ce magazine consacré au débat, on va s'intéresser au début sous fond de contestation du processus électoral à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT et ce sera juste après notre première thématique relative à la participation, à la récente participation de l'équipe nationale de basketball de moins de 16 ans à l'Afrobasket, dames et messieurs, qui vient de s'achever du côté de Kigali au Rwanda. Le Cameroun termine en bronze chez les dames et en argent chez les messieurs. Analyse et perspective tout à l'heure avec nos invités. En plateau ce soir, Maître Martial Biba, expert en arts martiaux et analyste de sport est avec nous. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les... On a envie de dire host. Os Lydie, os à Nathanaël, os à Emmanuel, os à tous les fidèles téléspectateurs de STV, un os particulier à une fidèle téléspectatrice de l'émission La Nuit du Sport, ici qui se prénomme Ange et qui est actuellement escortée devant son écran. Et merci d'être invité, j'espère que le plateau sera bien fourni pour apporter satisfaction à tous ceux qui sont scotchés pour nous suivre. Merci d'être là, Maître Mathieu Nathanaël Ndjok, journaliste est avec nous. Mathieu, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie Makida, c'est un réel plaisir pour moi de retrouver ce plateau ce soir pour cette émission de la Nuit du Sport. Je crois que ce sera pour moi un régal, surtout au regard des sujets qui sont au menu. Emmanuel Mahop est avec nous également, analyste de sport. Emmanuel, bonsoir, comment allez-vous? Eh ben, je vais bien, par la grâce de l'Éternel. Merci de me convier à ce souper, parce qu'on est en pleine nuit, en pleine Champions League. Oui. Que vous ayez grosse semaine Champions League. Voilà, grosse semaine de Champions League, mais que vous ayez pu nous faire venir ici, honnêtement. Dire que vous avez du charme, honnêtement, dans le sens figuré, évidemment. Je vous salue, je salue Nathanaël, honnêtement, j'aurais pu faire les émissions avec lui. Devrais-je vous rappeler que Nathanaël, c'est particulier, c'est qu'il connaît le secrétariat, en toute honnêteté. Je pense que certaines institutions, l'administration de manière globale, mais singulièrement le secrétariat, certaines administrations, certaines institutions, à mon avis, devraient s'attacher ses services de temps en temps. Il a fait ses preuves au littoral, justement. Et il y a quelques années encore, il avait été exceptionnel. Donc, je m'en serais voulu à l'entame de cette émission. Secrétaire général, justement, de la Ligue régionale de football, qui fait partie, justement, des ligues les plus en vue, évidemment. Les ligues mères, je vais le dire comme ça. Il a fait un boulot pendant 4 ans extraordinaire. J'en profite pour avoir une pensée pour le repos de l'âme de l'ancien président, M. Emmanuel Loga. Oui. On ne peut pas parler de Ligue régionale sans parler de lui. Mais également Maître Biba, qui est en train d'engraisser son nom de manière progressive dans le landerneau très restreint, justement. Et je salue évidemment ceux qui vont nous accompagner. Et puis un coucou à l'ambidestre et l'excellentissime portier André Onana. On va en parler, on va rentrer de long en large, mais il était de bonne aloi pour moi, justement, à l'entame de cette émission, que je lui fis un coucou, André Onana, déjà bien adapté du côté du... De la Turquie. Voilà. D'accord. Voilà, on va donc démarrer. Le temps pour le coach Martial Yudom du basketball, évidemment, de s'installer. On va donc ouvrir cette émission par le cyclisme en pause actu, je vous le disais tantôt. Existe la 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La compétition s'est achevée dimanche dernier sur le boulevard du 20 mai par le sacre du coureur de l'île Maurice, Alexandre Meyer. Le premier Camerounais au classement général n'est autre que l'incontournable Kamzon Abo Solo. On fait le point dans le reportage qui va suivre.
Le coureur mauricien Alexandre-Henri Meyer est le grand vainqueur de la 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, qui s'est achevé le dimanche 14 septembre 2025. Lors de la 5e et dernière étape disputée entre Samélima et Yaoundé sur une distance de 162,5 km, Alexandre Meyer a franchi le premier la ligne d'arrivée après 4 heures 3 minutes 35 secondes devant les Français Gabin Vedel et Romain Davy. Au classement de cette compétition, Alexandre Meyer conserve le maillot jaune avec un temps total de 14 heures 51 minutes 26 secondes. La deuxième marche du podium est occupée par le coureur slovaque David Gasko. Le premier Camerounais Clovis Kamzon Abosolo de SNH Vélo Club termine sur la troisième manche du podium avec un chrono de 14 heures 54 minutes 15 secondes au classement général. Lui, qui avait d'ailleurs remporté la troisième étape de ce Grand Prix, couru entre Yaoundé et Kolandom. Le 25e Grand Prix cycliste international Chantal Biya, rehaussé par la présence dimanche de la marraine de cette course, a regroupé cette année 9 équipes venues d'Afrique et d'Europe. Le Cameroun, pour sa part, était représenté par 3 équipes, l'équipe nationale, SNH Vélo Club et l'équipe nationale Espoir Mboa. Pour le point sur cette 25e édition de la course baptisée Grand Prix cycliste international Chantal Biya, alors que le coach Marshall Yudom nous a rejoint sur ce plateau. Coach, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. C'est toujours un plaisir d'être ici. Un plaisir, on imagine, énorme à regarder un peu le comportement des jeunes basketteurs sur la scène continentale il y a quelques jours, j'imagine. Oui, grande surprise pour le basket, suite, on va dire, logique, puisque les aînés ont déjà montré la voie à suivre et les jeunes ont juste suivi. Donc, nous sommes fiers des résultats du basketball camerounais. D'accord, on va en parler tout à l'heure dans le débat. Le temps peut-être pour Emmanuel Mahop, un commentaire sur ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui vient de s'achever. Malheureusement, le maillot jaune était mauricien cette année. Oui, mauricien, 27 ans. Il a un site particulier, c'est qu'il peut faire les courses de fond, de demi-fond en cyclisme, comme qui dirait. Il est spécialiste au contre-la-montre, etc. Donc oui, il a remporté ce titre. C'est vrai qu'on aurait souhaité pour le 25e anniversaire de ce tour Chantal Biya et qu'un Camerounais le remporte, que Nini. J'ai eu la veine quand même, du côté de l'hôtel de ville, d'assister au lancement à Yaoundé, lancement très couru. Et comment vous avez trouvé justement l'effervescence? Non, extraordinaire. À partir du moment capitale camerounaise. À partir du moment où, je vous coupe de suite, ma bellissime Lydie, à partir du moment où j'étais en train de dire que l'UCI reconnaît cette course déjà, et convenez avec moi que c'est passé, et j'ai envie de dire du stade embryonnaire à un stade mondialement reconnu, parce que l'UCI, quand vous rentrez sur le site de l'UCI de suite et que vous cliquiez course Chantal Biya de suite, ça vous ressort ça. Non, c'est un truc très couru. J'ai assisté honnêtement avec le ministre des Sports justement, qui a donné le coup d'envoi, on va le dire comme ça. Les équipes avaient été présentées. La veille ce jour-là, en réalité, autour, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, les équipes avaient été présentées, etc. Une effervescence à New York, l'Africa Cyclisme justement, elle est impliquée. Il y avait un orchestre qui jouait. C'était vraiment glamour, honnêtement. Les équipes ont été présentées. Et puis le ministre est arrivé, il a donné le coup d'envoi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais davantage la conclusion, dimanche, honnêtement, l'apothéose au boulevard du Vernet, avec la présence justement de la marraine du Tour, extraordinaire. Avec ce particulier, ça, moi, j'ai bien aimé que la première dame remette les présents. Voyez-vous, c'est très important. Et que les étrangers s'amènent comme ça et qu'ils rentrent avec des présents, des cadeaux remis, voilà, de main propre par la première dame du Cameroun. Honnêtement, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'aucuns se seraient contentés justement d'assister, peut-être de même pas assister. On sait que le prix Chantal Biya, ça existe. Lui, il le reconnaît. Elle aurait pu ne pas être là, mais elle a tenu à être là en présentiel et surtout à leur remettre des présents. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ayant impliqué justement d'autres entités. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, honnêtement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Heureusement, lui, il a reconnu. C'est devenu une course pérenne. J'espère qu'elle ira grandissante et fera des choses extraordinaires. Je me réjouis. Moi, j'ai envie de finir en disant ceci. C'est très important. Moi,
évidemment, moi je suis pas un homme politique, mais j'ai un regard quand même d'estime, comme le disait le professeur Jean Famendongo. Il faut regarder les signes. On sait que le président Paul Biya est un adepte du cyclisme, est un fou du cyclisme. Il a toujours aimé le cyclisme. Et du coup, aujourd'hui, que son épouse, justement, j'ai envie de le dire comme ça, prenne le relais en organisant ce tour-là, ça veut dire qu'il y a de la reconnaissance, justement, et ça, c'est quelque chose à noter. D'accord. Mathieu Nathanaël, que sur le plan sportif, on peut nourrir d'un regret le Cameroun, le premier Camerounais qui termine 3e au classement général dans cette course. Énormément de regrets. Énormément de regrets. Je crois que ce qui doit retirer notre attention, c'est que les coureurs camerounais ont perdu sur leur propre territoire, sur leur piste, qu'ils semblent mieux connaître, qu'ils devraient mieux connaître, mais surtout que l'équipe du Cameroun revenait du Tour de Côte d'Ivoire où on a dominé, on a marché sur la compétition, et donc on espérait que au Cameroun on devait rééditer l'exploit, surtout pour une course de souveraineté entre guillemets comme celle-là où ça porte le nom de la première dame du Cameroun, même si j'estime que ça c'est véritablement des dénominations qui sont dans les dictatures, parce que je ne comprendrais pas que le Tour Chantal Biya, Tour International Chantal Biya ait plus d'importance que le Tour du Cameroun, qui, quand on regarde comment on l'organise, avec tous les couacs qu'on l'organise, mais quand on regarde avec ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, avec toute la maestria avec laquelle et les moyens qu'on a mis autour du Cameroun, dernièrement il n'y avait pas d'hélicoptère pour vendre le tourisme camerounais, et là on a quand même aimé sur le plan touristique comment le Tour Chantal Biya a vendu le Cameroun. Sur ce plan on peut saluer cet apport-là, mais je crois qu'il faut le faire à toutes les compétitions. Et donc, après cette parenthèse, je dirais tout simplement que, oui, honte pour nos athlètes d'avoir perdu parce que, il faut le dire, c'est une erreur stratégique. Pour une fois, on a fait une erreur grandement stratégique dans cette compétition. On a dormi sur nos lauriers. Nos meilleurs athlètes, nos meilleurs cyclistes ont fait une mauvaise analyse de la compétition, et les Mauriciens sont venus avec une nouvelle stratégie. C'est-à-dire que c'est comme au football, quand vous avez un adversaire, vous faites l'analyse de l'adversaire, et donc on avait fait une mauvaise analyse. On a vu leurs meilleurs cyclistes qu'on connaît, qu'on a trouvé dans d'autres compétitions et qu'on a souvent connus au Cameroun, et dès la première étape, on a commencé à les contrôler pour les neutraliser. Mais eux, ils étaient venus avec des jokers, comme Alexandre Mayer. Et ils ont donc jeté, pendant que nous, on était en train de contrôler leurs meilleurs qu'on connaît, ils ont jeté Alexandre Mayer, dont on vient de démontrer toutes les qualités, 27 ans, meilleur, sur côté la montre, et qui a beaucoup de... Avec un écart, on se rappelle de 3 minutes, c'est là-bas que tout s'est joué. C'est là-bas que tout s'est joué. Tout s'est joué. Quand on a voulu comprendre pourquoi les Camzons, Abesso et les autres étaient timorés, ils se sont endormis en disant qu'ils contrôlaient les autres meilleurs. Et pendant ce temps, un gars a pris l'envolée et il nous a creusé 3 minutes et poussière de secondes. Qui, dans le cyclisme, on sait que même une seconde est énorme dès que vous avez un cadeau qui prend la tête de la compétition. Et donc, on a fait une erreur monumentale. Et je crois que ça va permettre, c'est aussi ça la beauté du sport, c'est qu'on fait des erreurs d'analyse, on fait des erreurs tactiques, on fait des erreurs stratégiques, mais ça permet que c'est sur les erreurs qu'on construit les réussites à venir. Et je crois que ça va permettre au Cameroun de construire les réussites à venir. Pourquoi pas de copier ce genre de stratégie pour, dans les autres compétitions africaines. Pendant qu'on va commencer à contrôler Camzon Envoyé Solo, nous allons aussi jeter un meilleur coureur que personne n'attendait et qui va faire l'affaire. Et c'est le vert ou jaune qui sera hissé très haut
et ça va faire la plus grande diplomatie sportive, parce que quand vous avez un pays qui gagne sur le plan international, sur le plan continental, véritablement, c'est d'abord la diplomatie du pays qui est plus en vue, parce que ce n'est pas le nom de l'athlète de l'équipe nationale qu'on retient, le nom c'est le vert ou jaune, c'est le pays, et c'est pourquoi l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun met énormément de moyens pour accompagner toutes nos équipes nationales. Alors, Maître... C'est vrai que je change oui, avec vraiment, en quelques secondes. Non, il dit des choses pertinentes que je partage, mais après j'ai envie de... Lui qui a fait le tour, de certains pays, etc., pour couvrir les événements, vous avez souvenance, mon cher Mathieu, du tour à Missabogo. Voilà, donc c'était un peu plus grandiose à un moment donné que le tour du Gabon à proprement parler, peut-être parce que ce tour-là portait le nom de la fille du défunt président. Donc ça arrive comme ça. Madame la Présidente. J'ai dit que ça, c'est les choses qui arrivent dans les dictatures. Non, mais après, ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Je n'ai pas dit que c'est une exception au Cameroun. Partout, vous allez voir, ça, c'est des choses incohérentes. À Maître Biba. Maître, on a eu la semaine dernière Jean-Baptiste Biaé, qui est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme, et on lui disait justement, voilà, les Camerounais, les coureurs camerounais viennent de marcher pratiquement sur le tour de Côte d'Ivoire. Première étape, c'est un Mauricien qui remporte la course. Il nous a dit, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de coureurs européens, etc. Or, le Grand Prix cycliste est un peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de coureurs qui viennent d'Europe, donc ce qui rehausse aussi le niveau de la compétitivité de cette course-là. Est-ce que, regardez au finish, le Cameroun qui termine 3e au classement général, pour vous, c'est un argument qui tient là? L'île Maurice n'est pas un pays européen. Merci Mathieu. Au fait, Lydie, qu'est-ce qu'il faut je commence par dire que M. Jean-Baptiste Biaye est dans son job. Dans son job de le dire. Il y a combien de tours cyclistes ici, internationaux, où il y a eu des Européens, des Camerounais ont gagné? C'est la question qu'on doit se poser. Ce que moi j'apporte ici comme observation, c'est que on remporte le Tour de Côte d'Ivoire. Oui. On revient, on ne rapporte pas au Cameroun. Est-ce qu'on n'a pas arrêté? Oui, est-ce qu'on n'a pas étudié les stratégies qui nous ont permis de remporter à Côte d'Ivoire? Ou bien on a étudié nos stratégies pour venir nous contrecarrer? Je pense que Mathieu a essayé de dire quelque chose qui m'a tellement interpellé. Et c'est quoi? C'est que le Cameroun est déjà connu par la prestation de certains coureurs comme Kamzong Abesolo. Il devait déjà être, c'est-à-dire qu'une cachette ou bien une balle de réserve, comme on le dit. C'est-à-dire que quand on lance la course, vous allez constater que tous les pays ont déjà des informations sur Kamzong Abesolo. On peut développer un certain nombre de stratégies pour contrecarrer le Cameroun à partir de Kamzong Abesolo. Et le reste, là, maintenant, va terminer les étapes ainsi. Si Kamzong Abesolo ne gagne pas, s'il n'est pas 3e, ça veut dire que c'est venu, le Cameroun a perdu. Donc il faut commencer à étudier un certain nombre de stratégies pour pouvoir sortir. Parce que comme il a dit, il faut étudier des erreurs pour maintenant se performer dans les prochaines courses. Et ce qui m'a encore beaucoup plu, c'est que chaque fois qu'il y a un tour cycliste Chantal Biya, c'est beaucoup plus médiatisé. Il est dit, vous avez suivi qu'une étape a été interrompue par le problème de route? Non. C'était les meilleures routes. C'était les meilleures routes en ce moment-là. Les meilleurs trajets. 5 étapes. Oui, 5 étapes. 5 étapes. Les meilleurs trajets. Il n'y a pas d'étape interrompue par des routes. Donc, chaque fois qu'il y a tout ce qui Chantal Biya, je pense que c'est beaucoup médiatisé, beaucoup organisé sur le plan politique, sur le plan administratif et financier, qu'on essaie de ramener. Maintenant, ces organisations dans les autres courses, je ne parle pas du VTT, avec le ministre Joseph Anderson Lee. L'Union cycliste internationale est en train de voir que le Cameroun a des coureurs. Puis, la preuve, quand on lance même le Tour de Burkina Faso, les Camerounais sont présents. Toujours quand ils ont Abesolo, Côte d'Ivoire, on remporte. Vous voyez qu'ici au Cameroun, dès qu'on lance la première étape, c'est Alexandre Maillot qui prend. Et aujourd'hui, Maillot jaune. Mais le Tour cycliste international, disons le Tour du Cameroun, il y a un Camerounais qui a pris la première étape. Mais à la fin, nous avons perdu la course. Donc il faut étudier ces stratégies. Il est inadmissible qu'on prenne la première étape et les tours finissent. On constate que le maillot jaune est parti sur notre territoire. Je me pose la question, si à l'époque où il y avait ces internationaux comme Jean-Baptiste Biaye est en train de parler, au temps de Ngo Pang Simon, s'il n'y avait pas des internationaux
Autant d'Aïs, il n'y en avait pas, autant d'Onkono, il n'y en avait pas. Et il y avait, parce que les Camerounais, le feu de Saint-Lucas, je suis sûr qu'on avait étudié un certain nombre de stratégies. Peut-être que l'équipe camerounaise était tellement complète qu'en bloquant feu Saint-Lucas, un autre coureur se détache. Le Cameroun est quand même présent avec 3 équipes. Hein, effectivement, les 3 équipes, on devait étudier des stratégies pour, excusez-moi de faire cette transition au niveau peut-être de l'athlétisme. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, on n'a jamais compris pourquoi les États-Unis, la Russie et autres pays sont toujours en tête. Imaginez qu'il y ait les Jeux Olympiques, il y a plusieurs disciplines, mais seulement l'athlétisme, je prends l'athlétisme, il y avait au moins 10 psychologues. Seulement pour l'athlétisme, je ne parle pas des autres disciplines. C'est là où vous allez trouver que certains pays, je ne les cite pas, qui partent peut-être avec un seul psychologue pour toutes les disciplines. Il faut essayer de revoir une certaine organisation. Moi, je suis juste un peu déçu parce que ce n'est pas la première fois qu'on est. C'est-à-dire que notre champion, El Pistolero, c'est comme ça qu'on l'appelle Kamza Besolo, et qu'il soit constamment. C'est-à-dire qu'il porte la charge de toute la confiance de l'organisation camerounaise, alors qu'on peut détacher d'autres coureurs. On peut mettre d'autres coureurs sur les rails comme Kamza Besolo, et demain, après-demain, quel que soit, c'est-à-dire un tour aussi en Afrique, qu'on comprenne au moins que Kamza Besolo a terminé 3e et que tel Camerounais a pris le maillot jaune. D'accord, peut-être oui, mais félicitons quand même. Emmanuel, vous n'allez pas interrompre parce qu'on a d'autres sujets aussi à aborder. Je voudrais avoir quand même l'analyse du coach Martial Yudom par rapport à ce Grand Prix cycliste international Chantal Biard, la 5e édition cette année. Coach, pour les éditions à venir, est-ce que c'est ça la solution, que le Cameroun essaie de travailler sa stratégie aussi? Moi, je veux bien savoir qui organise. C'est la fédération. C'est la fédération camerounaise de cyclisme. C'est la fédération qui organise tous les tours. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un procès au Tour Chantal Biard, puisque c'est la même fédération qui organise les mêmes compétitions. Et maintenant, il n'y a pas de honte, mon cher, à avoir perdu. Moi, j'ai l'impression que chez nous, au Cameroun, qu'on organise, c'est absolument pour gagner. Moi, j'ai bien envie de donner une excuse à cette défaite, c'est-à-dire ils sortent d'un tour où ils ont gagné, ils n'ont pas eu assez de jours de récupération. Je pense que de l'autre côté, les autres sont venus un peu plus frais pour participer à cette compétition dont on ne peut pas gagner aujourd'hui et demain est en train de gagner au Cameroun. Donc moi, je pense que ça peut être une réponse. Et maintenant, comme tous les autres ont dit, étudier la stratégie. On peut se buter sur la stratégie, on perd. S'il n'y a pas de honte à ça, on accepte cette défaite et on voit comment corriger le tir. D'accord, merci bien. On ne nous coupe pas la parole, on accepte la défaite, mais on dit, on félicite quand même Kamza Besolo parce qu'il est constant dans les tours cyclistes. Ici en Afrique, il est toujours présent et il a fait honneur au moins en prenant la 3e place. Et en plus, je voulais dire, on évolue avec vous. André Onana a quitté Manchester United pour Trabzonspor en Turquie. C'est une information qui a été beaucoup relayée par les journaux. On a là André Onana rebondi en Turquie, un choix intelligent selon Idriss Carlos Kameni, d'après Artus Cameroun, qui s'est intéressé également au début du portier camerounais de ce côté-là. Les débuts déjà galère d'André Onana en Turquie pour le 11. Ça, c'est forcément après le match de son premier match. André Onana brille en Turquie avec 8 arrêts. Ça, c'est aussi tribuna.com. Bref, on constate que la presse nationale et internationale a beaucoup parlé de ce transfert-là. C'est dû à quoi? Déjà, compte tenu du fait que André est le keeper, honnêtement, de la sélection du Cameroun, ne perdons pas ça de vue. C'est vrai, entre-temps, il y a Brian qui fait 81 millions en termes de transfert. Valeur, valeur intrinsèque, etc. L'état de star à proprement parler, c'est André Onana qui me rappelle à un moment donné la manière dont se comportait Joseph-Antoine Bell. Parce que quand vous regardez, quand vous revenez 20-30 ans en arrière, Joseph-Antoine Bell à un moment donné, c'est lui qui attirait, c'est lui qui focalisait justement, il était l'homme des caméras. Donc c'est un peu ça André maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle il est tout à fait, absolument, il est tout à fait naturel. L'accueillir.
absolument, mais enfin, il est tout à fait naturel. Il est tout à fait naturel. Quand vous regardez la foule de la Turquie, c'est sympa que vous en parliez. J'ai pas envie de vous faire revoir les images de l'Ouganda, etc., etc. Donc André, il a cette âme en lui justement de star, etc. C'est pour cela qu'on entend. Après, voilà. Donc après, moi, j'ai pas beaucoup aimé justement la titraille de 11 mondial. Honnêtement, c'est un journal qui nous a bercé. Nathanaël le sait, on l'a parcouru quand on était gamin. D'ailleurs, il n'y avait pas d'image ou presque pas. Donc on s'abreuvait à la source 11. Mais qu'ils aient titré ça, honnêtement, on ne peut pas parler de galère. C'est vrai, André, il perd un match, il est homme du match, il a 8,7 de notes sur 10, il fait 9 arrêts extraordinaires, il est accueilli en grande pompe, donc on ne peut pas parler de galère. Si tant est que peut-être la galère, c'est la défaite, encore que vous jouez Fenerbahçe, Trabzonspor, c'est top 5, top 4 en Turquie, donc Fenerbahçe, c'est quasiment le top 3 avec Bekisar d'Istanbul et puis le grand Galatasaray. Donc il titre comme ça que André, c'est galère, vraiment ça, j'ai pas aimé, indépendamment du fait qu'il nous ait bercé à un moment donné, mais nous également, maintenant, on a la jugeote, on a le pédigré, on a la matière grise pour essayer de leur dire non, pour leur opposer ça. Non, André, il était de bonne loi pour lui déjà, on discutait en off avec Mathieu et le reste. Ben, Manchester ne se porte pas bien. Manchester, c'est la phase, j'ai envie de dire, descendante du club, c'est la phase décroissante. Honnêtement, c'est pas un bon Manchester. Oui, ça dure justement, mais justement aux propriétaires de Manchester. Voilà, le titre que vous ne voulez voilà, pas. Non, on ne peut pas parler de début galère. Avec le maillot de Manchester United, je me serais attendu justement que 11 même, voilà, qu'il mit une photo d'André avec son nouveau maillot. C'est le maillot Europa League de Manchester, donc, et qu'il parle de galère. Honnêtement, quand vous ne pouvez pas parler de galère, quand vous avez fait 9 arrêts, quand vous avez été fait homme du match à l'infériorité numérique de surcroît, on ne peut pas parler de galère, ça n'est pas possible. Mais on comprend aussi, parce que certains journaux, on le sait, je n'ai pas envie de les citer, on sait quelles sont leurs obédiences, etc., quelles sont leurs tendances. Ça, ce sont toutes compréhensibles. Mais quand on reste justement sous le contrôle de Nathanaël, qui sait ces choses-là dans la déontologie journalistique, on ne peut pas titrer quand André s'est super bien comporté. Non, après, non, je vais finir, je vais leur donner la parole aux autres. Je parlerai d'André toute une nuit, toute une semaine entière, que ça me ferait de mal à personne. Non, c'est pas pour lui, il commence bien et j'ose espérer que ça va bien se passer. Manchester ne se comporte pas bien et d'ailleurs tout le monde s'est rendu à l'évidence que ça n'est pas lui le problème. Parce que le lendemain, on prend 3. D'ailleurs, à peine arrivé même, certains de Sky Sport, justement, que je suis de temps en temps, commençaient à se demander pourquoi Manchester l'avait libéré. Donc, mais voilà, il y est parti, je pense que c'est de bonne loi pour lui. Nous, on a juste un faible, c'est vrai qu'on ne parle pas de lui pour Brian, honnêtement. Sinon, ce Manchester-là, voilà, n'est pas top. Et j'espère que pour le club, pour ceux qui l'ont aimé, pour ceux qui le supportent, il va redécoller. Mais André, c'est bien, il va faire une super saison. Il nous rappelle André de l'Inter de Milan, il nous rappelle André de l'Ajax. Il va faire une super saison et il pourra rebondir. Il pourra Non, mais il va de soi. Mais attendez, Nathanaël vous le dira, tout le monde vous le dira. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Ben, la façon dont tu commences quelque chose, justement, détermine la façon dont tu vas l'achever. C'est naturel, voyez-vous. Donc, il a convoqué tous les esprits positifs du foot, justement, lors du premier match, qui ont été en phase avec lui. Donc, il est le bon ton, justement, qui l'accompagne jusqu'à la fin. Il va faire une super saison, il va rentrer du prêt, et peut-être qu'il va pas rester longtemps à Manchester. Certains grands encore vont le courtiser, parce qu'il aura 30 piges, et pour un gardien de but, Nathanaël le sait, je vais finir par là. Quand un gardien a 30 piges, il a atteint là de la maturité, et voilà, il peut jouer 4, 5, 6 ans encore de top. Et on a 2 clubs top qui vont lui couvrir après, j'en suis certain, et on en sera encore ici. S'il était en inconvénance à parler en bien, j'allais dire, à déifier entre guillemets, vraiment je mets les guillemets, André Onana, le portier des Lions indomptables. Mathieu, Nathanaël, vous êtes très interpellé sur ce sujet par rapport au transfert d'André Onana en Turquie. Il y a eu une grosse polémique sur la toile, c'est un peu allé dans tous les sens. Manchester ne vaut plus de lui. Il est parti en prêt, le salaire est moindre, etc. Quelle est l'analyse que vous faites, Mathieu, de cet environnement-là qu'on a observé au moment du transfert du portier camerounais? Bon, je peux comprendre qu'il y ait eu beaucoup d'euphorie, beaucoup de polémiques, beaucoup de débats autour, parce que déjà au Cameroun, d'abord c'est des débats camerounais, où il est entretenu, où il est entretenu une certaine animosité et un certain clanisme qui aujourd'hui qui prend de l'ampleur avec la crise à l'Africa Foot. Donc
pour moi, j'ai simplement compris que les Camerounais, mais j'ai compris que les Camerounais font trop dans la mauvaise foi. Parce que la plupart des personnes qui parlaient, je crois, ils savaient la vérité. Andro Onana a été prêté à Transport sans option d'achat ni de vente. C'est tout simplement, pour ceux qui savent lire, et les bookmakers savent, ça veut tout simplement dire que, les dirigeants du club ne voulaient pas voir partir Onana, mais le patron du vestiaire, qui est le coach, a estimé que il n'en voulait pas, il ne va pas l'utiliser, pas parce qu'il est mauvais, mais que dans ses analyses et dans sa volonté d'apporter une touche sur la stratégie défensive de Manchester, le gardien devrait être un des éléments dont il va remplacer. Et toutes les analyses ont montré que Manchester ne souffre pas d'un problème de gardien, mais souffre d'un problème d'animation défensive. Et donc, depuis le début de saison, c'est là, Onana n'est pas là, il n'est pas titulaire, mais on voit bien que l'équipe prend toujours au moins deux buts par match, donc il y a un problème. Soit on a fait un mauvais recrutement pour renforcer la charnière défensive, soit l'entraîneur ne trouve pas la solution et l'animation qu'il faut pour solidifier sa défense. Maintenant, on en est parti à Transport, on a tout dit, mais on sait que une partie de son salaire est payée par Manchester et que le bonus qu'apporte Transport fait de lui le joueur le plus payé d'Afrique. Et donc, pour ceux qui veulent rester sur ces chiffres-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le joueur sur le plan sportif. Sur le plan sportif, je constate que, oui, il a eu des débuts qui n'étaient pas, qui lui-même ne le plaisent pas en tant que sportif. Il a perdu son premier match, mais sur le plan individuel, il y a aussi ça. Même le sport collectif connaît la valeur individuelle, comme le sport individuel connaît la valeur collective. On a parlé du cyclisme tout à l'heure. Beaucoup de gens croyaient que le cyclisme était un sport individuel, mais aujourd'hui, on a démontré aux gens que le cyclisme est un sport très collectif. Et donc, sur le football qu'on croit trop collectif a aussi ses aspects individuels, et donc sur l'aspect individuel, on a constaté que Onana a eu la meilleure note de tous les 22 joueurs, de tous les joueurs qui ont été sur l'aire de jeu. Il a eu 8,7 sur 10 et il a été élu meilleur joueur malgré la défaite. C'est quand même rare qu'un club qui est perdu ait un joueur qui soit élu meilleur joueur du match. Ça veut dire tout simplement que Andro Onana, contrairement à ceux qui disaient qu'il est sur une pente descendante, est encore un joueur qui a beaucoup de qualité, et je crois que comme pour tous les sportifs, et l'entraîneur Mbila vient de le dire, il y a l'aspect psychologique qui joue beaucoup. Oui. Je crois que s'il se remet psychologiquement, parce qu'un joueur comme Onana, quand il signe son contrat, le contrat stipule qu'il est titulaire. Pour le mettre au banc de touche, vous pouvez le dédommager énormément. Et je crois que c'est dans ce deal-là qu'on a préféré pour l'envoyer ailleurs pour avoir le temps de jeu et espérer le récupérer. Et en donnant au coach les défis, que ok, si c'est Onana ton problème, on l'enlève. Mais si tu ne fais pas le résultat, c'est toi qui pars et on en revient. Voilà comment il faut lire la situation, malgré tout ce que les gens peuvent dire, tirer sur la comète. Mais à la vérité, c'est que ce que nous souhaitons, c'est qu'on en trouve du temps de jeu, retrouve de la confiance. Et parce que quand vous jouez quand même dans une équipe où la défense est poreuse comme à Manchester, vous aurez pu être le meilleur gardien du monde. Ça ne va pas. On n'a qu'à voir un peu le gardien du Real depuis 2 ans. Et c'est un gardien superbe, c'est l'homme 90% du Real, même si on ne regarde que les attaquants. Mais c'est parce que la défense du Real n'est pas bonne qu'aujourd'hui, on voit que le Real n'arrive plus à faire les performances que le Real a fait pendant longtemps. Donc le gardien n'est pas toujours, c'est pas parce que le gardien encaisse qu'il est le problème. L'analyse d'un match, ça répond à beaucoup de contours. Et quels sont pour qu'un gardien soit quand même critiqué sur un match, c'est quand il fait des bourdes. C'est quand il fait des bourdes. Ouais. On en fait souvent, mais je ne crois pas qu'il fait constamment, parce que tout être humain a ses bons et des bons moments
et des mauvais moments, des passes, des passes défavorables. Et je crois que tout ce que nous souhaitons, on en a pour notre équipe nationale, c'est qu'il ait le temps de jeu et qu'il retrouve sa confiance et qu'il retrouve ses performances et qu'il soit l'homme sur lequel l'équipe nationale peut compter, sur lequel qui peut faire la fierté et l'exemple, être un exemple pour les autres gardiens de but camerounais. Merci beaucoup de sortir par là, parce que ma question qui s'adresse à Maître Marcia Biba, avant de terminer par le coach Yudom. Maître, Mathieu a aussi évoqué l'aspect psychologique. On connaît toute cette polémique-là autour d'André Onana. Qui arrive aujourd'hui en Turquie, au niveau de l'équipe nationale aussi. On sort d'une défaite il y a quelques jours du côté de Praia face au Cap-Vert. Comment est-ce qu'il devrait se comporter et en club et aussi même au niveau de l'équipe nationale, par exemple, quand on sait qu'il y a des défis importants qui nous attendent, qui attendent l'équipe camerounaise? Oui, Lydie, je vous réponds tout en faisant un flashback au niveau des journaux. 2 titres m'ont tellement interpellé. Le premier titre, c'est qu'un choix intelligent selon Carlos Kameni. Ouais. Quand on parle de choix intelligent, ça veut dire que, puisque vous avez posé une question sur le plan psychologique, ça veut dire qu'au lieu de rester dans une équipe qui se crée, par exemple, des misères sous forme de défaites, sous forme des accusations directes ou indirectes, sous forme peut-être de mauvaises observations au niveau du staff. Le choix intelligent, c'est que quand vous êtes encore en activité et qu'une équipe vous prête la main, que vous déplacez, c'est ça ce qu'on appelle le choix intelligent. Ça veut dire qu'il a fait un choix intelligent de ne pas rester dans ce mauvais sillage, et il a fait un choix intelligent pour être en activité dans un autre championnat pour prouver qu'on peut toujours faire des arrêts. La deuxième phrase qui m'a interpellé, c'est quand on parle de Onana, que les galères commencent en Turquie. Oui, sur le plan donc psychologique, André Onana ne peut que peut-être être un peu dérangé parce qu'il a perdu. Mais il a une fierté parce que vous savez, l'équipe a perdu, il peut être dérangé, mais il a gagné, il a une fierté quelque part par rapport à un détachement personnel. Comme Mathieu venait de le dire, le football est un sport collectif, mais à caractère individuel, à talent individuel. Le football, sport collectif, mais à talent individuel. Ça veut dire que Trabzonspor perd le match, André Onana sort du lot, comme on le dit souvent, sort du lot. Parce que quand on parle, vous faites une première rencontre, un très bon gardien comme lui, vous arrivez, vous êtes très reçu, vous faites des arrêts, vous êtes élu homme du match. Sur le plan psychologique, ça va le remonter pour les prochains matchs. Un derby, hein. Ça va le remonter pour les prochains matchs. Un derby, et puis il est même excusé, et puis il joue en infériorité numérique. Effectivement, j'ai regardé tous ces contours. Vous jouez en infériorité numérique, sur le plan psychologique, ça commence déjà à vous prendre. Mais vous restez sur le cours du jeu, vous continuez à faire des arrêts. Vous continuez à faire des arrêts, vous êtes élu homme du match. Et c'est une fierté même pour les fans du club, parce que le gardien, pour son premier match, les supporters sont fiers d'avoir un gardien pour le premier match, homme du match. Ça veut dire que les autres matchs, que ce soit un inférieur numérique ou pas, on en aura vraiment cette force mentale de pouvoir être en contact avec ceux qui l'ont accueilli. De l'autre côté, où je vais essayer de terminer, c'est quoi? Je pense toujours à la phrase d'Arsène Wenger quand il dit que l'essentiel dans le football, c'est pas le 11 meilleur, mais c'est le meilleur 11. Quand vous n'avez pas le meilleur 11, vous avez des résultats négatifs, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir le 11 meilleur en cherchant des joueurs, peut-être, c'est un choix personnel du coach. Vous faites peut-être une sélection, mais maintenant, au niveau d'une stratégie de toute l'équipe, vouloir gagner le match, si vous n'avez pas le meilleur 11, contrairement au 11 meilleur, vous avez des sérieux problèmes. Donc, Manchester United, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, Manchester United, je pense que Manchester United, avec l'entraîneur, avait beaucoup plus le 11 meilleur, mais pas le meilleur 11. Et André Onana, à l'allure vont les choses, la Turquie, c'est un championnat, nous connaissons des équipes qui font vraiment... On a cité Fenerbahçe, la Galatasaray, il y a des équipes là-bas. Si vous prenez déjà 1-0 face à une équipe comme Galatasaray ou bien Fenerbahçe, ça veut dire, surtout en infériorité numérique, je reviens, ça veut dire que André Onana était au stade avec toute la confiance de l'équipe. Toute la confiance de l'équipe qui lui a donné ses résultats, homme du match, tel nombre d'arrêts, tel nombre de passes et tout cela. Donc c'est une lecture où nous ne devons pas tellement aller... également titulaire à Direct. Effectivement, nous ne devons pas
aller vite en besoin au niveau des analyses d'André Onana. Parce que quoi? Parce que c'est un gardien qui est encore en activité, qui a encore toute sa prouesse. Et je dis, sur le plan, moi je l'admire beaucoup plus sur le plan psychologique. Pourquoi? Parce que quand vous quittez d'une équipe comme Manchester United, avec tout ce qu'on a connu, vous ne pouvez pas facilement continuer. Si seulement si vous n'avez pas affaire à un coach particulier pour vous remonter mentalement, d'aller livrer une rencontre. Et il dit, vous voyez, la première rencontre d'André Onana, c'est face à quelle équipe? C'est pas une équipe comme ça. Son premier match, c'est face à une équipe très solide en Turquie. Grosse équipe. Et ça veut dire que c'est même bien sur le plan psychologique d'entrer en matière, de commencer. Vous êtes peut-être dans une équipe, je prends comme ça, comme Séville. C'est-à-dire que vous venez d'être recruté par Séville, on dit que votre rencontre c'est face au Real de Madrid. Si vous avez livré une belle rencontre face au Real de Madrid, le championnat, vous êtes déjà en contact avec la réalité. Ouais. Ça vous permet d'avoir une bonne intégration, une ouverture d'esprit. Et vous allez constater, je ne fais pas dans les boules de cristal, les notes qu'André Onana a eues pour cette défaite vont faire d'André Onana un très bon gardien pour une. Oui, très bon gardien, mais il est déjà adapté. Parce que la manière dont il arrive là-bas. Emmanuel, je vais terminer par vous. Coach Martial Yudom, même commentaire sur ce transfert d'André Onana, ses débuts avec Trabzonspor. Il montre qu'il est un très grand gardien et qu'il est l'un des meilleurs gardiens dans le monde entier. Maintenant, je pense que au niveau de Manchester, il y a eu un problème de vestiaire. Parce que, au problème qu'il a eu avec Rigo, dans l'équipe nationale du Cameroun, qu'il a valu de ne pas jouer un match, je pense que c'est le même problème qu'il a eu avec son coach. Parce qu'on va dire, le patron de la défense, c'est le gardien de but. C'est le gardien de but et il a certainement donné son avis à son coach sur lequel ils n'ont pas été d'accord par rapport à ses choix, je pense. Et ne pouvant pas, au vu de son contrat qu'il impose qu'il soit titulaire, ils étaient obligés de le céder. Et pas à une grande équipe parce que il a eu des propositions contre lesquelles Manchester s'est opposé. Et il aurait pu partir dans un grand club. Et Manchester, connaissant sa qualité, pour ne pas regretter, comme ils l'ont déjà fait avec plein d'autres joueurs, ont décidé de le mettre en prêt pour le récupérer après le temps de trouver un coach. Il faut aussi dire que je pense que Manchester a un problème de choix d'entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, Manchester est une grande équipe, un tellement grand vécu, un gros palmarès, qu'on ne va pas prendre un gardien, qu'on ne va pas prendre un coach qui n'a pas encore fait ses preuves pour venir gérer ce vestiaire aussi compliqué avec tout ce qu'il y a tout autour comme supporter et comme moyen. Pourquoi mettre de l'argent, beaucoup d'argent pour recruter les joueurs? Pourquoi pas mettre beaucoup d'argent pour recruter un vrai technicien qui a de l'expérience, qui connaît comment gagner? Et voilà, laisser à cet entraîneur le choix, qu'il fasse le choix de ses entraîneurs comme ça s'est fait avec le Pep Guardiola, avec les autres coachs en Angleterre. Parce qu'on sait qu'en Angleterre, la plupart des équipes sont les coachs qui font des choix et qui les assument. Merci bien pour cette belle analyse, Martial Yudom. Je vais terminer évidemment par Emmanuel Marop. Là, évidemment, nouvelle aventure pour le portier camerounais André Onana. Je disais tantôt, aujourd'hui en équipe nationale, on a deux gros matchs qui attendent l'équipe du Cameroun. On a évidemment toujours l'objectif de cette qualification pour la Coupe du Monde, même si on semble un peu s'en éloigner. Qu'est-ce qu'on devrait attendre d'un joueur comme André? Déjà, il fait partie des leaders, ça c'est sûr. Vous savez, un site particulier, c'est qu'il assume généralement. Quand ça fait mal pour le groupe, il prend ça sur lui. J'ai encore en date la conférence de presse, vous en avez souvenance, pendant la CAN au Cameroun, au sortir du match contre le Burkina Faso. Voyez-vous, non? C'était avant le match d'ailleurs, justement. Donc il avait, au sortir du match contre l'Égypte, on perd le match sur tir au but, on ne se qualifie pas pour la finale, mais André prend la parole
il demande de ne pas tirer sur ces jeunes joueurs. Il prend ça sur lui. Et il dit maintenant, à la limite, lui et Boubacar sont prêts à assumer. Donc André, à ce titre particulier, c'est qu'il aime assumer, en toute honnêteté. Quand ça ne va pas, qu'il ait raison ou tort, il assume. C'est ça le leader. Il est un leader né. Vous avez vu encore l'image de la CAN. Vous y étiez en Côte d'Ivoire contre la Gambie. Il est au banc de touche, il ne joue pas. C'est Fabrice qui joue. Mais il est quasiment le Robertson numéro 2. C'est-à-dire, il prend sur lui, il motive ses coéquipiers. Donc, il est un leader né, André. Donc, généralement, il prend sur lui certaines balles au détriment de ses coéquipiers. Et comme j'aime à dire, il est exactement comme une bougie, voyez-vous, qui est déjà, quand elle est allumée, elle fond pour faire de la lumière aux autres. C'est comme ça que André Onana est. Donc maintenant, sur le plan purement sportif, honnêtement, André, il a bien commencé, tout le monde l'a dit. Mais pourquoi il commence bien? C'est aussi parce que, et ça je tenais à le mentionner, à l'indiquer, c'est parce qu'il a accueilli comme une rockstar. Voyez-vous, il part de Sibalène mercredi pour Roissy. Et Roissy, directement, le jet privé les attendait, lui et toute sa délégation, au Bourget, Paris-Bourget, aéroport justement qui est coutumier du fait. Il y a un jet qui l'attend pour Strasbourg 3h30 après. Donc c'est autant d'éléments. Non, c'est très important. Non, c'est très important de le mentionner. C'est autant d'éléments. Non, mais le coach le sait. D'ailleurs, le psychologue également. Je ne parle même pas de Nathanaël. Pourquoi Nathanaël est un excellent secrétaire? Parce que justement, et ça c'est très important de le mentionner, moi j'aime prendre les images, pendant que le président Loga Emmanuel est là, il met Nathanaël dans d'excellentissimes conditions, aidé en cela par son pédigré, mais le résultat aujourd'hui, il parle de lui-même. D'ailleurs, on a pensé à un moment donné qu'il pourrait être secrétaire de la FECAFO de la fédérale, mais ça c'est un autre débat. Donc pour revenir à André Onana, honnêtement, les conditions sont faites de telle enseigne qu'il part du Bourget en jet privé, 3h30, il est à Strasbourg, avec ceci de particulier, c'est que toutes les télévisions, même celles-là qui n'ont pas le droit de citer, parlant de sport, ont scruté son arrivée, son départ du Bourget et son arrivée. Quand vous êtes dans ces conditions, honnêtement, vous-même intrinsèquement, vous sentez que vous êtes adulé, vous êtes aimé. Vous n'avez plus le droit. Il a voyagé avec un lion indomptable. Non, ça, on va en parler, Arnaud, ça c'est vrai, on va en parler, Arnaud, Mathieu, vous connaissez la réponse. Non, il n'a pas voyagé avec un lion indomptable, j'allais dire dans son vol, voyez-vous. Mais il peut arriver que André Onana pense qu'il y a certains lions, certaines anciennes gloires justement, qui pourraient, j'ai envie de dire, se refaire une carrière en club. Ça c'est une certitude. Mais en le voyage, on sait qu'il est parti avec son grand frère, Christian, que vous connaissez très bien, son homme de main Cana, justement. Ben voilà, deux de ses attachés de presse particuliers, etc., et son épouse, la bellissime Mélanie. Donc c'est eux qui faisaient partie de son... c'est eux qui ont voyagé avec lui, c'est-à-dire qui sont partis du Bourget avec lui pour Strasbourg, dans le jet privé que le club a affrété pour lui et toute sa délégation. Donc mais après, pour un autre lion indomptable, c'est une autre paire de manches. Mais André n'y est pas allé seul, ça c'est une certitude. Alors, le c'est que Carlos Kameni était du voyage et que Carlos Kameni a joué en Turquie. Et donc même pour son intégration, c'était de bonne loi qu'il décide que ce grand frère l'accompagne pour le permettre de s'intégrer. Je suis d'accord, vous êtes très introduit, Mathieu. Mais sauf que moi je m'en tiens. Ça veut dire que je suis le téléspectateur lambda qui tient compte. Et puis c'est quand même son entraîneur de gardien chez les Lions. Au-delà de ça, mais Mathieu, vous faites quelque chose d'exceptionnel, honnêtement. Je ne me réjouirai jamais assez que Lydie vous ait fait venir ici. Au-delà de ça, André et Carlos ont été ensemble, c'est un grand frère pour André, ils ont été au Billy ensemble. Il lui est arrivé à André de passer des journées entières chez Carlos Kameni. Donc ils se connaissent, c'est quasiment Carlos également dans une moindre mesure. C'est un grand frère, qui absolument au propre comme figuré. Et il faudrait que nous le mentionnions. Mais certains qui sont les habitués de la scission de la division, ont à un moment donné, ont voulu les diviser que nenni. Et vous faites quelque chose de grandiose, je me réjouis que vous soyez là et que vous en parliez. Moi je ne voudrais pas l'évoquer parce qu'à chaque fois quand on évoque, on dit Onana, etc., Ibou, etc., etc. Non, mais c'est la vérité. Donc, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, on se limite à André pour venir, vite fait, bien fait. André est bien intégré parce que justement, il voyage dans de bonnes conditions, parce qu'il est bien accueilli. Mais parlant des Lions, j'ai dit qu'il s'est assumé. Il reste 2 matchs, voyez-vous. Moi, je continue de croire que le Cameroun pourrait se qualifier directement ou bien en passant par la phase de barrage. Pourquoi je dis directement? J'aime rappeler justement un fait, parce que moi, je considère que c'est un fait. France, l'US et Natifo, sa coach, vous le savez, Nathanaël, ça c'est une certitude, parce que lui, sur le foot national et international depuis belle lurette. La France, il faut 1 point à l'équipe de France, justement, pour se qualifier pour US et Natifo. Ils ont 2 matchs à domicile. Déjà, le premier contre l'Israël, ils le perdent de 2-3.
voyez-vous. Et le second contre la Bulgarie de Risto Tchotchkov, de Emile Kostadinov, au Parc des Princes toujours. Ils perdent le match aux dernières secondes, 2-1. Ils ne se qualifient pas pour Bernard Lama et surtout David Ginola. C'est ce match-là justement qui fait sortir David Ginola, la passe en retrait, voilà, sur une contre-attaque extraordinaire. Kostadinov a marqué face à Bernard Lama, justement, pleine lunette, et la France ne se qualifiera pas, alors qu'il fallait à la France 1 point. Quand je fais le parallèle, il faut au Cap-Vert 1 point maintenant. Il leur reste 2 matchs, suivez mon regard. Et encore que c'est ouvert au barrage. Ça veut dire que même si le Cap-Vert se qualifiait directement, le Cameroun, si on gagne nos 2 matchs, il y a de fortes chances qu'on soit barragiste, même si ce sera un peu long, mais même à travers le barrage, on peut se qualifier. Parce que je le dis pourquoi, même pour la Fédération internationale de football association, même pour les États-Unis, les Canadiens et les Mexicains, il n'est pas pensable justement que le Cameroun ne soit pas présent en Coupe du Monde à 48. Ça n'est pas possible parce que le Cameroun vend, le Cameroun sait vendre. Sauf que tout le monde s'accorde à le dire, dès qu'on essaie de résoudre nos problèmes en interne, dès qu'il y a une sorte de juxtaposition d'énergie, c'est possible et je l'espère, j'espère que ce sera possible. Même si vous l'avez bien dit, une qualif semble éloignée, elle s'éloigne, mais elle n'est pas... c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, la petite question que je voulais poser vraiment en quelques secondes, est-ce que l'effervescence, l'euphorie qu'on a observée du côté des Trabzonspor à l'arrivée de Onana, est-ce que c'est peut-être aussi dû au fait que, bon, voilà, on a quand même un joueur qui vient d'un grand championnat comme la première ligue anglaise. Mais vous posez une question à laquelle vous apportez un élément de réponse. Et il y a ça aussi, parce que André Onana est gardien de Manchester dans les conditions que l'on sait il y a 2 ans, et Manchester mettait près de 57, voire 58,5 millions d'euros à s'attacher ses services. Déjà, et c'est un joueur de couleur, excusez-moi d'être trivial, prosaïque sur votre plateau. Il a un palmarès éloquent. Donc un palmarès éloquent. Donc tout ça parle en sa faveur. C'est une méga star finale de club européen. Voilà. Et puis il arrive comme une rockstar quand même, André Onana. Il est coutumier du fait. Quand il est ici avec l'Inter de Milan, ils envoient un jet privé en plein stage au Mundi. Vous en avez souvenance. Pour qu'il aille faire un aller-retour pour paraffer son contrat. Et à la CAN, on y était justement. Toute la ville de Yamoussoukro était en émoi parce que justement Manchester le dépêche avec un jet privé justement pour aller à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN, voyez-vous, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et figurez-vous que toutes les entités positives, toutes les entités, tous les décideurs étaient déjà à Abidjan sur le plan de l'association. Le président Mozepi y était. Donc c'est André Onana justement qui s'établit comme une rockstar. Donc il est de bonne aloi justement que Strasbourg justement aille dans le même sens et je m'en réjouis. C'est la raison pour laquelle je pense, sans risque de me tromper, qu'il fera une excellentissime saison et il pourra rebondir. Pourquoi pas, il revient à Manchester en prêt. Peut-être que notre top club va le... Je n'ai pas l'habitude, la nature de couper la parole. Il y a ce qu'on appelle la psychologie un transfert de confiance. On en a bénéficié de ce transfert de confiance, c'est-à-dire que le fait de l'accueillir en trompe avec un public, peut-être, ça veut dire que ce public suit les performances d'André Onana. Le fait de l'accueillir et le fait maintenant de vivre en direct au stade, c'est-à-dire que les prouesses d'André Onana, et être élu homme du match avec des arrêts, c'est-à-dire que ce public est tellement fier. Et cela par les télévisions qui ont couvert, ça je vous l'ai dit. Les télévisions ont couvert son départ et son arrivée en direct de Trabzonspor. Effectivement, parce qu'il y a des publics, il y a des supporters qui vous accueillent, vous faites un mauvais match, les supporters commencent à s'interroger. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais les supporters étaient tellement contents par rapport aux efforts qu'ils ont vus au stade et par rapport à la nomination qu'ils ont eue pour ce match. Ces supporters sont confiants qu'avec ce rythme-là, parce qu'il y a ce transfert de confiance que je suis en train de dire, avec ce rythme, il leur fera vraiment des merveilles pour la saison. En tout cas, on sait tous ce qu'on peut souhaiter. Vous voulez dire un mot? Bon, je ne pense pas. C'est la fin de cette première partie. Cette confiance va continuer même avec les Lions Zonta pour nos 2 matchs qui restent. Je pense que c'est un professionnel qui sait ce qu'il faut faire pour être, c'est-à-dire que pour se responsabiliser pour les 2 rencontres qui viennent. Pareil pour les autres Lions Zonta. Donc, il n'a pas envie qu'on lui dise que vraiment nous avons 2 matchs, il faut que tu sois à la hauteur, il faut que tu fasses ceci, il le sait. Donc, mais il va quitter avec le même transfert de confiance de la Turquie maintenant pour se responsabiliser et faire venir maintenant, comme Manuel venait de dire, en tant que leader, leur transmettre vraiment ce message, cette force mentale qu'il a eue pour ce match et de pouvoir maintenant voir comment on peut être de l'autre côté de la Coupe du Monde. Alors, je ne vais pas demander l'avis de Mathieu sur ce... Je voulais ajouter juste que moi j'apprécie le soutien qu'il a de ses aînés, Joseph-Antoine Bell, qui est monté au créneau bien avant pour dire que le problème de Manchester, ce n'est pas le gardien, ce sont les choix du coach. Et maintenant, Idriss Carlos Kameni, je pense que
c'est con de penser que les Camerounais sont en train de ne pas soutenir. On en a aujourd'hui qui est meilleur. Les Français ne l'auront jamais fait. Moi, je suis surpris de voir sur les réseaux sociaux des Camerounais qui ne le soutiennent pas. Et ce n'est pas comme si c'est une faveur de le soutenir. Ce gars, il est bon. Il est bon. Et partout où il passe, il est apprécié à sa juste valeur. Même quand il arrive à Manchester. Donc voilà, j'apprécie bien le soutien de ces deux. Il est humaniste surtout, parce qu'il est bon sur le terrain et même en dehors. Il faut le dire. Il est humaniste. Qui le côtoyer. Voilà, vous savez de quoi vous parlez. Il pense à faire des opérations, etc. pour des pathologies complexes. D'ailleurs, il y en a une autre qui est lancée là, dont les enregistrements sont lancés. Tout frais payé par la fondation. C'est-à-dire vous vous enregistrez, vous ne déboursez même pas 5 francs. Vous vous faites opérer par les experts venus de l'Espagne, justement. Vous ne déboursez pas 5 francs. Ça veut dire, André, on en a le fait. On en sera là dans quelques semaines à la 6e édition, c'est stratosphérique. Quand vous avez un enfant du peuple comme ça, et qui en est quand même une poignée, certes, qui de temps en temps lui lance des flèches non empoisonnées, c'est dégueu, comme le dirait quelqu'un. Mais après, non, j'espère que toutes les entités seront positives et en sa faveur et que André fera quelque chose de bien. Mais on a une pensée pour Brian Mbeumo quand même qui est resté à Manchester. Hein. On a une pensée pour Brian. Tout à fait. On espère que ça va bien se passer pour lui, même si ça pourrait être compliqué compte tenu justement de l'aspect et psychologique et spirituel de ce club qui passe de moments par... Merci Emmanuel, merci. On va entrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. On commence par l'Afro-Basket U16, dames et messieurs, qui Kigali au Rwanda a donc abrité du 2 au 14 septembre dernier le championnat d'Afrique de basketball dames et messieurs de moins de 16 ans, baptisé Afro-Basket U16. 12 pays ont participé à ce tournoi, parmi lesquels le Cameroun évidemment. Chez les dames, le Cameroun décroche la médaille de bronze après avoir battu sur le fil le Mali lors du match pour la 3e place sur le score de 55 points contre 53. Une médaille de bronze historique pour l'équipe nationale de basketball U16. Chez les messieurs, le Cameroun remporte la médaille d'argent après la finale perdue face à la Côte d'Ivoire, victorieuse par 62 points contre 49, 13 points d'écart quand même. Le Cameroun remporte son premier trophée dans cette catégorie et décroche dans la foulée une qualification pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans. Voilà, coach Martial Hudom, comment est-ce que vous avez vécu ce parcours-là de nos deux équipes, parce qu'il y avait les dames, il y avait les messieurs, dans cet Afro-Basket U16? Ouais, je vais commencer par les dames. Elles ont commencé tout timidement et après elles se sont imposées. Il y a eu des réajustements faits par le staff parce qu'il y avait ce manque d'expérience de haut niveau. Ces jeunes filles qui sont parties du Cameroun, pour la plupart sans véritable championnat U16 et qui réussit à ce haut niveau-là à s'imposer. Pour les garçons... On parle plus d'Andro Nana Eringado. Là, on parle de l'Afro-Basket déjà. Coach, allez-y, continuez. Pour les garçons, mais on va dire malgré le manque d'expérience, ils ont su s'imposer dès le début parce que on a réussi à monter un groupe avec beaucoup de mental, au contraire des autres équipes qui se préparent depuis longtemps, qui ont plus de vécu ensemble. Et nous, on réussi à être deuxième. Je crois que c'est simplement à féliciter. Le basketball camerounais est aujourd'hui mis à l'honneur. Il y a la formation. Et il faut féliciter ces coachs formateurs, pour moi, qui sont les véritables personnes à féliciter pour cette victoire. Du peuple camerounais, du basketball camerounais. On va dire simplement que le Cameroun, c'est un peuple de miracles. Et ça se démontre encore. Non, ce qui s'est passé là, c'est un miracle, coach. Oui, le président l'a dit, nous sommes partis pour faire un essai et là, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Ouais. Certains ont voulu faire un procès au président, mais il a raison. On partait découvrir le haut niveau, mais nous sommes arrivés au haut niveau, on a montré qu'on a le niveau. À tous les niveaux, les experts qui viennent faire les stages au Cameroun le disent, on a de très bons entraîneurs, on a un très bon niveau et on a l'avantage sur le plan physique d'être supérieur à plein d'autres pays et c'est ça qui fait notre force.
Vraiment, il faut féliciter aussi les entraîneurs qui ont su se réajuster et s'adapter, montrer que le basketball camerounais aujourd'hui, si on fait un classement général, sort deuxième parce que en dehors de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pays qui ont, comme le Cameroun qui est aligné des deux catégories au niveau. Donc, et ici, moi, je vais me dire qu'on perd contre la Côte d'Ivoire. C'est là où on voit que la Côte d'Ivoire a mieux d'expérience que nous, une meilleure politique sportive, parce qu'il faut dire qu'on a ces résultats-là, mais véritablement, il n'y a pas de plan de développement du basketball au Cameroun. La preuve, la DTN n'existe pas en réalité. Sur la table du ministère, on attend la domination du DTN, je pense, depuis 2-3 ans. Quand je parle des miracles, si vous partez du fait qu'il n'y a pas de véritable plan, que ce sont les entraîneurs au quotidien qui se battent pour le développement de ces jeunes, que ce sont les coachs locaux qui ont accompagné ces enfants-là, parce qu'il faut dire que ce sont les formateurs qui étaient sur ces bancs-là. On a vu ces résultats et puis nous sommes fiers. On n'a pas eu, on n'a pas bénéficié de facilités au niveau de la préparation, ça il faut le dire, parce que ce groupe s'est débrouillé à se préparer à Yaoundé avec un stage externe où je pense que c'est chaque jeune qui s'est débrouillé à venir participer à ce stage-là. Donc il y a eu ces réelles volontés de ces jeunes de montrer qu'ils ont de la matière grise au haut niveau. Et ces jeunes qui sont ambitieux à décocher et des contrats et des bourses pour continuer à se développer. Voilà, nous attendons maintenant un réel accompagnement du ministère. Déjà, qu'un DTN soit mis en place, je crois que c'est la base de tout véritable développement et qu'un plan soit dressé et accompagné pour que réellement à la prochaine compétition qu'on soit champion, parce que maintenant il faut qu'on se dise qu'on n'a pas pu essayer, on a déjà montré qu'on a le niveau, il faut maintenant se préparer pour aller gagner et là il ne va pas falloir jongler, faire le rafistolage pour avoir ces résultats. Il va falloir effectivement que le ministère joue son rôle, même si on sait que ce n'est pas facile au vu des sollicitations et des problèmes économiques, on va dire ça comme ça, mais qu'il y ait cette volonté, il y a une façon dont on peut faire sans beaucoup dépenser, sans beaucoup engager des dépenses pour mériter d'avoir ce résultat-là. Déjà, nous remercions le ministère des Sports qui a reçu ces jeunes pour les féliciter. Hier, oui. Je pense que pour un jeune, nous avons un jeune, on peut eu l'occasion d'être reçu par le ministre et plein d'autres personnes. Et maintenant, moi, j'ai bien envie de faire un clin d'œil à la première dame. Pendant que les tous cyclistes se plaignent du fait qu'elle organise et que c'est monté, c'est descendu, nous, on souhaiterait qu'elle nous accompagne, qu'elle organise un tournoi Chantabia ou pourquoi pas, elle vient nous aider à financer le basketball camerounais parce que réellement, il y a des problèmes. Ces jeunes qui viennent jouer au championnat national pour une semaine, il faut voir dans quelles conditions ils se déplacent, dans quelles conditions ils dorment. Il y a un véritable problème que notre fédération soit accompagnée. Et je ne peux pas manquer de féliciter le président de la Fédération camerounaise de basketball pour les choix judicieux qui ont été faits et pour les team managers et pour le staff et même d'avoir laissé les entraîneurs les accompagner comme ils ont pu. Alors, Emmanuel Marop, hein, vous qui suivez évidemment de très près aussi l'actualité du basket, on a vu ces deux équipes engagées dans cet Afro-Basket U16 du côté du Rwanda. On va par exemple constater que du côté de l'équipe masculine, hein, c'est un parcours pratiquement sans faute pour le Cameroun qui est juste tombé en finale parce qu'on regarde en phase de poule le Cameroun qui était logé dans le
groupe B. Son premier match, on remporte par 57 contre 50 points face à l'Ouganda le 2 septembre. Le deuxième match, 88-57 face à la Guinée le 5 septembre. Troisième match de poule, le 8 septembre, on s'impose face à la Tunisie, 60 points contre 44. Et puis en quart de finale, le Cameroun qui croise une fois de plus le Rwanda et parle à le Rwanda pour une seconde fois, 53 points contre 50 le 12 septembre. Demi-finale, le 13 septembre, le Cameroun s'impose face à l'équipe du Mali, 61 points contre 56. Malheureusement, on tombe en finale le 14 septembre face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'impose sur le score de 62 points contre 49, 13 points de cas. Je disais tantôt, c'est un parcours pratiquement sans faute pour cette équipe du Cameroun qui termine deuxième au classement général, pour parler un peu comme en cyclisme. Oui, vous savez à quoi c'est dû? Tout simplement parce que leurs devanciers d'ici et d'ailleurs ont monté la voie, tout simplement, et ils se croient à rêver. Il a dit quelque chose de super pertinent là maintenant. On a vu Yves Messi sur les réseaux sociaux encourager, c'est exactement ça. Tweeter, parler maintenant, ils savent de ces jeunes-là. Ils savent qu'il y a Mbamouté qui a ouvert la voie. Absolument. Ça, c'est une certitude. Après Mbamouté, il y a Joe Embiid, il y a Pascal Siakam, justement. Et tout récemment encore, il y a Messi. C'est-à-dire que c'est en deux phases, justement. Il y en a ceux qui ont ouvert la voie, peut-être pas tant en sélection, justement, mais en club, en NBA notamment, comme Pascal Siakam. Vous savez l'estime que j'ai pour lui, 2019, justement. Raptors de Toronto, vraiment, j'aime rappeler ça, c'était très important. Excusez-moi d'être chauvin. Non, pas des jeunes, on n'a pas beaucoup de temps. Tout part de là. Voilà. Voyez-vous, quand vous avez un Camerounais qui remporte la bague en diamant en 2019, justement, alors que Vince Carter est dans la même franchise n'avait pas remporté, forcément, ça vous amène à rêver. Quand vous avez Joe Embiid qui remporte les Jeux Olympiques, forcément, ça vous amène à rêver. Quand vous avez tout récemment encore la sélection du Cameroun qui fait un parcours extraordinaire, n'eût été l'arbitrage en Angola que le Cameroun certainement aurait joué la finale, qu'il aurait remporté. Vous vous dites, ben, les 8-16, on n'a plus le droit à l'erreur. Vous êtes davantage motivé, peut-être le psychologue va le dire en des termes qui lui sont chers maintenant. Ils se disent, ben, si nous déjà on se comporte comme ça, même s'il n'y a pas de championnat entre guillemets, tout ce que vous voulez, voyez-vous, on est... Juste ajouter qu'avant il y a eu aussi la U18. Il y a les U18. Dans les mêmes configurations. Absolument, dans les mêmes configurations. Même podium. Absolument. Mais tout ça parce qu'ils savent, les jeunes Camerounais maintenant. D'ailleurs, moi j'ai mon neveu qui veut se lancer au basket là. Il a 14 ans, il a 1m75, il dit il veut jouer au basket. Je lui dis ben joue dans les buts comme André. Il me dit non, tonton, je veux jouer au basket. Parce que justement, parce qu'il a vu Messi, parce qu'il a vu la sélection du basket justement faire un championnat extraordinaire. Même si on a fait 4e en Angola, eu égard justement à l'arbitrage, évidemment, on ne va pas revenir dessus. Donc tout part de là. Après, il dit quelque chose qui marcherait davantage. À supposer que maintenant la Fédération camerounaise de basket soit dotée de moyens forts justement pour déjà organiser des training camps en complicité avec les devanciers. D'ici à 10 ans, ça risque de me tromper, on pourrait avoir comme au Nigeria une bonne colonie de Camerounais en NBA. C'est ce dont il est question. Si justement les devanciers n'avaient pas percé le mur de verre, s'il n'y avait pas eu les Joe Embiid, s'il n'y avait pas eu les Pascal Siakam avant, s'il n'y avait pas eu Mbamouté en organisant les training camps avant, ben forcément aujourd'hui le basket serait comme le sport lambda, c'est-à-dire qu'on ne s'y intéresserait pas. À un moment donné, il y a 10-15 ans, ça vous en avez convenant, tout le monde le dira la même chose que moi, tous les gamins voulaient jouer au foot parce qu'ils voulaient ressembler à certaines personnalités, comme Roger Mila, etc., comme Joseph-Antoine Bell. Mais aujourd'hui, on s'est dit, ben, ok, on a le choix entre le basketball, on a le choix comme Samuel Eto'o, par exemple. Évidemment, André, non. Évidemment qu'André inspire plus d'une personne, il inspire des dizaines de milliers de gamins. Donc les Mbamouté ont fait pareil. Non, je pense que c'est ça l'engouement. Après, je n'entrerai pas sur le plan purement technique de la chose. Le coach est là, il a dit des choses sympas, mais l'engouement, il part de là. S'il y a un autre, d'ailleurs, permettez-moi de faire une digression en 30 secondes tout en restant dans le sport. C'est pareil maintenant, quand Francis Ngannou vous construit des salles de MMA, justement, qui sont pareil entre guillemets que ceux sur lesquels, justement, les octogones, comme on dit, sur lesquels on combat, convenez avec moi que quand vous allez du côté de Bakepe de Bonamou Sadi, ben les gamins vous disent qu'on a envie de jouer, on a envie de faire du MMA, parce que Francis Ngannou à un moment donné a monté de la voie. Donc c'est exactement ce dont il s'agit. Sûrement que
La première dame, pourquoi pas, ou du moins ceux en charge du financement des sports ne seront pas sourds à vos désirata, à votre désirata. Parce que si tant est que tous les sports, justement, ont des financements, comme le cyclisme, il est certain que d'ici à une dizaine d'années, le Cameroun, honnêtement, va compter dans le landerneau mondial sportif et à tous les sports. Même s'il y en a individuellement, comme les Francis, comme les Joe Embiid, etc., qui ont percé le plafond de verre, mais on en compterait davantage encore si ça se passait bien comme ça. Alors, Mathieu, tout à l'heure, le coach disait, voilà, il n'y a pas eu de véritable préparation. Les jeunes se sont préparés comme ils pouvaient. Stage externe à Yaoundé, pas de DTN qui existent, pas de championnat aussi de cette catégorie, pas de véritable point de développement du basketball actuellement. Mais malgré tout ça, on voit ces performances-là que le Cameroun est en train de réaliser. Pour vous, ça relève aussi quoi, d'un miracle? C'est stratosphérique. Et je dis que ces enfants, il faut véritablement les porter au firmament, il faut les soulever, il faut véritablement leur témoigner de la reconnaissance si on veut impulser le sport camerounais. Ces enfants-là, d'abord, on est dans une période politique et ceux qui sont au pouvoir devraient leur donner des médailles pour qu'on sache que les médailles ne sont pas réservées aux personnes âgées et qu'on peut avoir des médailles sur le plan de la performance et du mérite. Pas seulement réservé aux vainqueurs. Il ne faut pas simplement... parce qu'ils ont gagné. Pour moi, ils ont gagné parce que il faut savoir, quand vous éliminez ou quand vous perdez devant une équipe comme le Mali, je vous dis c'est un honneur. Parce que le Mali, en termes de sport, de basketball, ils ont une formation, ils ont une organisation que nous n'avons pas. Et le coach vient de démontrer. Même les parquets, on n'en a plus. Les enfants n'ont même plus où jouer au basketball. Si on réussit, on n'a pas de championnat, si on réussit quand même on réussit à pouvoir, je ne sais pas comment ils ont fait, aller trouver quand même des enfants et constituer une équipe nationale. Et avoir des entraîneurs qui ont le sens du patriotisme, qui ont le sens du challenge, qui ont pris ces enfants, qui ont été objectifs, qui n'ont pas voulu faire dans la discrimination, comme en voyant une certaine période. Quand c'est une occasion de voyage comme ça, on essaie d'introduire les enfants, des grands, les enfants, ceux qui payent et tout ça là, et on va perdre, on dit l'essentiel c'était de participer. Voilà des encore qu'on a eu le meilleur marqueur à 3 points. Vous avez des encadreurs. Le jeune Nolan. Vous avez des encadreurs comme celui-là, comme ceux-là, qui ont mis du leur pour avoir une équipe, pour gagner une équipe. Comment est-ce qu'on peut revenir avec des médailles? Les U18, on n'a pas de championnat. Les U16, on n'a pas de championnat. Mais on réussit à faire des podiums. Et que ces enfants-là reviennent et qu'ils disparaissent dans la nature. Si on peut fouiller, même on va rencontrer que peut-être même les primes promis par l'État ne sont pas encore données. C'est encore dans les promesses. Non, non. Et je dis que, et qu'est-ce que l'État fait? Il ne faut pas que chaque jour on continue à les accueillir. Ouais, il faut aller au-delà de la réalité. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien de les accueillir, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que c'est ça qui va stimuler les autres enfants à dire que si un enfant, ça va rester dans l'histoire, un enfant de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, a quand même une médaille, a une décoration de la nation. Dites-moi, dans toutes les disciplines au Cameroun, dites-moi les enfants, chaque fois qu'ils auront apporté le couleur du Cameroun, comment ils ne vont pas se donner. Oui, moi j'ai découvert un enfant là qui m'a ému, que le coach doit connaître, Luther King, Maboula que j'ai découvert là, j'ai vu comment il a neutralisé le meneur tunisien. J'étais émerveillé, j'ai regardé l'enfant, j'ai dit cet enfant il doit être drafté. Il doit être drafté à son âge. Non, mais je veux dire que tout ça, et on l'a dit sur ce plateau, quand on n'a pas de championnat, qu'est-ce qui peut motiver ça? C'est parce qu'on voit des aînés qui ont été draftés. Et tous ces enfants-là rêvent aujourd'hui d'être draftés à NBA. Et ils ont compris, les encadreurs comme ça, qu'on le dit, comme leur ont dit. Ouais. C'est lui qui a d'ailleurs révélé Pascal Siakam. Vous pouvez arriver là,
vous pouvez arriver là, mais il faut vous donner un peu de travail. Et on leur a montré que c'est le chemin. Et les voilà. Et moi, je dis, je dois féliciter l'exécutif de la Fédération camerounaise, qui n'a pas suffisamment de moyens, mais qui fait ce qu'elle fait. Et dans un environnement où il y a une contestation de leur élection, où on continue à dire qu'ils ne sont pas légitimes, mais qui restent sereins, qui travaillent à la promotion de ce sport, qui travaillent, et depuis qu'ils sont là, depuis 2 mandats, on voit que le basketball commence à retrouver ses lettres de noblesse. Parce que nous, quand on était dans les années 90, le basketball, le volleyball, le handball, ils rivalisaient le football. C'était des sports où, quand tu allais dans les stades, ici, là, Liberman, au port autonome de Douala, lycée Dios, tout ça là, les parquets étaient pleins pour aller voir ces enfants-là, pour aller voir les gens jouer, les jeunes jouer, les athlètes jouer au basketball, au volleyball, au handball. Après un moment, on connaît nous tous la décrépitude de notre football, les installations qui ont disparu à Yaoundé, le complexe Madagascar qui a été démonté, qui était véritablement en décrépitude, et puis les jeunes ne savaient même plus où aller. Alors qu'il y a une politique sur les tests, le Cameroun a les meilleurs tests. On exige à tous les établissements scolaires d'avoir des infrastructures sportives. Tout à fait. Mais combien d'infrastructures scolaires? Aujourd'hui, c'est les lions indomptables là qui sont en train de créer les établissements qui répondent aux normes, qui peuvent permettre de redonner à tout le sport camerounais, de relever le football camerounais, de booster, parce que dans ces établissements-là, on voit véritablement des infrastructures sportives, et malgré que ce soit des lions indomptables, ce n'est pas les stades de football qu'ils ont privilégiés. D'abord, c'est ces parquets de basketball, de handball, de volleyball, qui peuvent maintenant, si on a des professeurs de sport consciencieux, on peut faire comme à notre époque, c'est à l'OSU qu'on dénichait les talents, et c'est là-bas qu'on va aller dénicher ces talents, et je crois que c'est là-bas qu'on a déniché ces enfants-là qui sont beaucoup plus dans les centres de formation, qui sont allés, voilà 4 sélections, les U18, les U16 qui nous ont fait honneur, et si on ne veut pas tirer les leçons, maintenant il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Comment capitaliser ça? Comment capitaliser ça si le gouvernement ne fait rien? Si les sociétés citoyennes ne font rien, ce serait une perte. On ne peut pas faire le sport. On a beaucoup d'entreprises ici qui amassent énormément d'argent et qui ne mettent pas cet argent-là pour soutenir le sport. Alors qu'il y a une loi incitative. Il y a une loi fiscale incitative pour permettre d'accompagner le sport. Il faut que c'est les occasions d'interpellation. Tous ces sociétés-là qui n'ont pas accompagné ces enfants aujourd'hui regrettent. Chacun s'est dit, si j'avais mis l'argent, j'aurais une image, je serais vu comme une entreprise citoyenne qui a donné l'occasion à ces enfants-là de rêver et de devenir. Et donc moi je dis, le gouvernement doit faire sa part, mais encore je dis, il faut décorer ces enfants-là parce qu'il faut montrer dans ce pays que la politique qu'on essaye de nous martyriser avec, pour nous dire qu'on est jeune seulement à 70 ans et qu'on doit attendre 70 ans pour être reconnu dans ce pays. Il faut que ça cesse, il faut qu'on montre le chemin et qu'on valorise ces enfants-là. Merci beaucoup, Mathieu. Maître Biba, je voudrais bien avoir votre commentaire par rapport à ce parcours-là du Cameroun dans cette afro-basket des catégories des moins de 16 ans. Ouais. La patience, le sacrifice, la discipline, la confiance en soi sont les clés du succès. Et je pense qu'on s'est appuyé sur ça pour essayer de bien s'organiser et pour maintenant développer les 3 points essentiels que je vais citer qui concernent toujours ce cadre de la psychologie sportive. Premièrement, la visualisation mentale. Quand on parle de la visualisation mentale, on regarde maintenant comment ces jeunes se sont visualisés pour suivre les aînés, parce qu'ils ont bien développé ici. Donc quand on quitte de ces clés du succès, quand on commence à développer la visualisation mentale, on constate que ces jeunes filles et jeunes garçons ont fait une certaine introspection de la performance de leurs aînés et de les suivre comme on l'a dit. Parce que ces jeunes ont vu la performance des aînés, surtout
avec la rencontre Cameroun-Angola. Ils ont vu le parcours de leurs aînés. Ils ont dit, nous pouvons faire pareil ou bien nous pouvons faire mieux. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la fixation des objectifs. Cette fixation des objectifs, c'est que si nous pouvons suivre les aînés, si nous pouvons faire comme eux ou bien plus qu'eux, quels sont nos objectifs à atteindre? Si nous faisons comme eux, nous pouvons traverser comme le Cameroun pouvait traverser et l'Angola et être en finale, pourquoi pas remporter. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils arrivent à ce niveau. Et le troisième point maintenant, c'est au niveau de la prise de confiance du match Cameroun-Mali. Je pense que, coach, le Mali doit être tenant du titre avec 8 trophées de basket. Et quand un pays comme le Cameroun, qui part avec la précision pour la première fois, battre un pays comme le Mali, qui a au moins 8 trophées, je pense, et ça dit que la confiance et la détermination et la certitude et l'assurance, tout ça, les jeunes basketteurs, les jeunes basketteuses prennent maintenant cette solution, prennent un peu ce résultat positif et cette confiance pour dire nous pouvons aller loin, nous pouvons gagner, nous pouvons vaincre les autres nations si on a pu vaincre peut-être un pays comme le Mali. Donc moi je dis merci beaucoup. Je dis merci beaucoup. Premièrement, je dis merci au coach qui est sur le plateau, coach Judom. Je dis merci à Priscilla Biadja et à son staff, coach de filles, et au staff. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire que la Côte d'Ivoire peut-être remporte pour sa première fois et que le Cameroun, pour la première fois, se retrouve à ce niveau avec tout ce que nous savons. Nous savons pourquoi les États-Unis sont très avancés, parce qu'on dit que même dans les cuisines, vous allez trouver des basketteurs, des vérandas, des basketteurs ou les basketteurs. Et quand le gouvernement américain voit que les jeunes sont intéressés par une discipline, on essaie de s'organiser maintenant pour créer des gymnases, créer des championnats NBA, faire ceci, cela maintenant pour encourager les MVP. On doit créer maintenant certains trophées pour les encourager. Et c'est cette politique qu'il fallait maintenant mettre en place parce que, quand je l'ai dit, c'est quand le politique accompagne, le sport évolue, les sportifs évoluent. Quand la politique sportive vient accompagner, rien que le sport ça évolue, mais quand la politique vient gérer pour accompagner le sport, ça fait trois choses, à savoir la complexité, la transversabilité, bien la spécificité. Il faut que, ce que Mathieu a dit, il faut que le gouvernement essaye de lire ces prouesses, ce qui s'est passé avec ces basketteurs, basketteuses, pour mettre maintenant une certaine politique d'encouragement, d'accompagnement. D'accord. Alors pour terminer, coach Judom, le Cameroun qui décroche donc une qualification pour la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans chez les hommes, comment est-ce qu'on devrait se préparer pour quand même aller effectuer, pourquoi pas un parcours honorable là-bas? Déjà, il faut encore refaire le miracle. Mais bon, un peu plus sérieusement, il faut déjà mettre sur pied la DTN, comme j'ai dit. Il faut créer un championnat U16 et que ces jeunes jouent beaucoup de matchs parce qu'il n'y a pas meilleure façon de préparer une compétition que de jouer, de beaucoup jouer. Ensuite, mettre sur pied un programme de préparation. Avec les matchs amicaux. Essayer de mettre sur pied un fichier de suivi de nos joueurs à l'extérieur, de cette catégorie-là, parce que nous en avons beaucoup. Et rassurez-vous, le niveau sur le plan africain et mondial est complètement différent. Parce que nous avons encore vu nos U18 vice-champions d'Afrique revenir de la Coupe du Monde sans victoire. Ah non, avec une victoire en match de classement. Mais c'était pas ça. Et dit même que on avait pris beaucoup de joueurs à l'extérieur des binationaux, certains binationaux. Donc il va falloir dès maintenant mettre sur pied un plan de préparation et essayer de voir comment nous allons faire pour ne pas être ridicule. C'est vrai que la dernière fois, nous n'avons pas été ridicule, mais nous avons eu juste 3 semaines de préparation avec les U19. Nous sommes passés à un cheveu de gagner l'Australie avec ces 2 prolongations où à quelques secondes on avait 4-5 points sur ce match de notre joueur dans notre camp qui nous a valu. Et là, il faut même dire qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Donc nous sommes rendus compte à la fin parce que lorsque tu marques dans ton camp, on va dire,
consciemment, ce panier peut être annulé. Si ce panier avait été annulé, on aurait maintenu notre avance et on aurait gagné ce match. Et la petite histoire, c'est que l'entraîneur australien qui, avant le match, cherchait des informations sur le Cameroun, s'était rendu compte que nous n'avions rien sur notre préparation, rien comme match, est surpris à la fin et demande à notre coach comment vous avez fait. Nous, on ne s'attendait pas à ce que vous nous teniez tête. Et ce n'est pas le seul match. Il y a eu 2 autres matchs en dehors des États-Unis qui nous a laminé et qui a laminé tout le monde. Donc, il faut partir de cette expérience pour comprendre que pour cette équipe, il ne faut pas seulement 3 semaines, parce que 3 semaines de préparation, c'est juste le temps pour 12 joueurs que vous mettez ensemble de se connaître des noms. Donc, il va falloir un minimum de 2-3 ans, voire 1 an, parce qu'il faut commencer par les regroupements, comme on le faisait par le passé sur le plan local, parce qu'on doit profiter de cette qualification pour totalement relancer le basket. Oui. En faisant les regroupements, on donne espoir à ces jeunes qui jouent au basket au quotidien, on regroupe les meilleurs dans les différentes régions. Et même s'ils ne sont pas sélectionnés, ils savent qu'ils sont dans le fichier, ils sont suivis. Et là, ça développe le basket. On a l'occasion de les évaluer. Maintenant, éviter, parce qu'on joue uniquement à la nationale sur le regroupement de fin d'année. Donc, on fait un championnat national où toutes les régions sont représentées. Et en réalité, vous avez le littoral qui joue, vous avez le centre qui joue, vous avez 8 autres régions qui ne jouent pas. Et vous avez les joueurs qui viennent dans ces régions-là qui sont obligés de venir... Et qui sont même meilleurs. Hein? Oui, qui sont meilleurs, puisqu'on va dire quoi? Un miracle. Les tailles viennent du Grand Nord. Toute notre taille là vient du Grand Nord. Et imaginez donc que dans le Grand Nord, il n'y ait pas de véritable championnat. Donc, il est donc question de relancer complètement ce basket. Parce que en même temps, il faut se dire, pour un essai, parce que ça va être encore un essai, il ne faut pas se dire qu'on va absolument gagner. Il faut mettre du pied la relève de la prochaine équipe des U18 qui va aller se foutre à la Coupe du Monde. Et évidemment, on va encore revenir à la prochaine édition parce qu'on a les moyens de revenir. Et c'est là qu'on va revenir quand on sera capable de gagner. C'est les U17 là qui vont jouer la prochaine CAN U18. Leur expérience sur le plan mondial va nous permettre à la CAN, si l'accompagnement est bien, d'avoir des bons résultats. Mais comme au Cameroun, on aime entendre le miracle permanent. Bon. C'est très simple. Il y a 3 choses à retenir. Oui, DTN, terminer, on parle rapidement de le championnat et puis maintenant des infrastructures. Il n'a pas à chercher loin. D'accord. Maître Biba, je reste justement avec vous pour évoquer la dernière thématique de cette émission. C'est en rapport avec le processus électoral au niveau de la Fédération de football, à la FECAFOOT, un processus électoral qui a démarré dans les départements le week-end dernier sous fond de contestation. On se rappelle quand même que avant que ces élections ne démarrent, il y a eu cette note-là du ministère des Sports, qui est la tutelle des différentes fédérations sportives, qui rappelait principalement à la FECAFOOT de résoudre un certain nombre de problèmes, de revoir un certain nombre de dysfonctionnements avant de lancer son processus électoral. Mais bon, les élections ont démarré, certains acteurs contestent déjà ce processus électoral. Est-ce que c'est une attitude que vous comprenez? Donc, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que c'est un peu difficile de faire des élections sans qu'il y ait une contestation. Ça va même poser ça se pose des questions. On peut même créer de la suspicion s'il n'y a pas de contestation. Il faut qu'il y ait des contestations pour qu'on fasse savoir aux gens qu'il y a eu vraiment des élections. Mais ce que je peux dire, si je pars d'abord au niveau des ligues départementales, c'est quoi? C'est que tous ceux qui ont été élus dans les ligues départementales sont passés par des élections avant des élections. Ils n'ont pas été nommés. Première des choses. Deuxième des choses, et au niveau du courrier ou bien du discours du ministre, c'est normal que le ministre fasse une certaine interpellation en termes d'organisation et d'accompagnement. Donc, s'il y a un certain nombre de choses
qui ne marche pas au sein de l'Africa Foot, parce que, pourquoi il les soulève parce qu'il y a certains présidents des clubs se sont plaints, certains sportifs se sont plaints, et directement, il est passé par des réunions de concertation. Il revient maintenant de faire savoir l'Africa Foot, il faut ça, il faut ça. Au fait, c'est quoi? C'est une certaine paix dans l'ensemble, paix sociale, une paix dans le domaine du football. Mais les motifs que le ministre donne en termes d'irrégularité, ce sont ces motifs qui sont maintenant à revoir. Nous avons parlé de ça quand il parle peut-être du manque de championnat dans certains départements, où je me suis posé la question. Est-ce qu'il y avait d'abord le championnat dans ces départements quand il y avait Sédou Mbomo Diouf? S'il y en avait, oui, l'irrégularité tient. S'il n'y en avait pas, pourquoi le ministre n'a pas fait une sortie? Et pourquoi maintenant autant de Samuel qu'on constate qu'il y a irrégularité? Ce qui dérange, je lui dis, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans un domaine où il n'y a pas de sportifs dans l'âme, il y a beaucoup de choses qui doivent se soulever. Donc moi, je ne suis pas contre, par exemple, des observations qui sont faites au niveau des élections. Mais je suis contre du fait qu'on soulève ces irrégularités avec énergie en ce moment, ou bien on ne les soulève pas. Dans d'autres disciplines sportives, c'est comme si ça crée de la suspicion pour une seule chose, ou bien pour un seul domaine qui est le football. Je ne motive pas. Par exemple, ça veut dire que des élections qui sont organisées avec des contestations peut-être négatives, mais des contestations positives. Là, je les embrasse à bras ouverts. C'est-à-dire que des contestations qui tiennent. Parce que moi, je défends beaucoup plus l'éthique sportive que l'individu. Parce que je suis un sportif. D'abord, un exemple. Donc, il faut qu'on soulève les contestations pour montrer que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Et maintenant, qu'avec des acteurs sportifs, y compris le ministre, qu'on accompagne, c'est-à-dire que la fédération, avec toutes les associations possibles, pour que ça se passe un peu dans de bonnes conditions, parce que ça dure déjà. Vous allez voir, tous les plateaux, on parle beaucoup plus de contestation, ministère Africa Foot. Il faut vraiment un début de solution. Et le début de solution, je ne sais pas si c'est Saint-Michel-Archange qui va descendre pour essayer de faire en sorte que les deux institutions essayent de voir comment il faut faire et que les acteurs du football commence à retrouver du sourire. Alors Mathieu Nathanaël Ndiok, ce processus électoral qui démarre sous fond de contestation, est-ce que vous comprenez un peu cette démarche-là de certains acteurs de football qui ne sont pas du tout d'accord avec le démarrage de ces élections-là à l'Africa Foot? Quand vous regardez le processus électoral à l'Africa Foot aujourd'hui, il ne faut pas faire du repli identitaire ou un peu du soutien. Il faut tout simplement retenir que, à la vérité, le processus électoral actuellement a beaucoup d'irrégularités. Et ces irrégularités ne sont pas nées d'aujourd'hui. Ces irrégularités partent du fait d'une certaine défaillance du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. Parce que nous, quand nous sommes à la Ligue, c'est la fédération qui envoie le budget pour faire fonctionner les championnats départementaux. Quand la fédération n'envoie pas cet argent, il n'y a pas de championnat. Et quand il n'y a pas de championnat, c'est normal que les acteurs qui ont payé leur affiliation avec paiement des licences à hauteur au moins de 500 000 francs écrivent au ministre que nous sommes affiliés et nous n'avons pas eu de championnat. Nous sommes affiliés, nous n'avons pas eu de licence. C'est vraiment les premières irrégularités. Deuxième irrégularité, c'est que à la Fédération camerounaise, les gens qui ont commencé à préparer les élections depuis ont tout simplement laminé le fichier électoral. On a plus de 560 clubs qui ont été quasiment plus ou moins dissous par l'exécutif actuel et par des techniques mafieuses. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu payes 560 000 chaque année dans le compte Afriland de l'Africa Foot, mais quand tu introduis la demande de licence dans le système, à Yaoundé, on refuse de te produire les licences et on te fait constater forfait. Dis-moi, si tu n'as pas de licence, comment on peut te constater forfait? Parce que pour jouer, il faut avoir les licences. Et donc, on te constate forfait, on t'élimine. Donc, voilà des méthodes que les gens ont portées. Vous savez aussi que les corps de métier de football ont été dissous et ils ont porté. Tous ces acteurs de football-là... Il y a des nouveaux corps de métier qui ont été mais un corps de métier, la fédération n'a pas... la fédération n'a pas valeur à créer un corps de métier. Les corps de métier sont créés par les acteurs de ce secteur d'activité. Ici, là, ce qu'on a constaté, c'est que c'est la fédération qui crée au forcé le corps de métier et que tous ceux qui sont les dirigeants de ce corps de métier sont employés à l'Africa Foot. Soyons quand même sérieux avec nous-mêmes. Et puis maintenant,
tel que le processus. Et le ministre, quand j'entends les gens faire un procès au ministre, le ministre ne s'est pas mêlé de votre processus électoral. Les acteurs de football, tous ces gens-là ont produit des preuves, ont déposé sur la table. Monsieur, vous êtes la tutelle. Et le ministre a rappelé, pour qu'on organise les élections, il faut bien que le ministre soit là pour superviser et donne son onction. Mais il dit que, voici, j'ai une panoplie de plaintes ici. Je vous suggère de résoudre ces plaintes-là et organiser un processus électoral. Parce que si Seydou avait fonctionné comme l'exécutif actuel fonctionne, c'est que tous ceux qui sont à l'Africa Foot, là, personne n'est arrivé à l'Africa Foot. C'est que personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer dans l'exclusion systématique. Vous ne pouvez pas organiser les élections dans la Ligue départementale et la Ligue régionale où vous avez mis les CPG. C'est-à-dire qu'au début du processus, les gens ont été élus. Au centre. Les gens ont été élus. Et parce que vous dites que vous avez donné les gens l'argent pendant le processus électoral, ils ont mangé votre argent, ils ne vous ont pas voté, et vous venez, vous les mettez de côté, et vous mettez, je suis un journaliste, vous mettez un CPG, le CPG est provisoire, et puis 4 ans après, le CPG là n'arrive pas, un CPG a un temps, il doit organiser les élections. Donc avant le début du processus, le CPG devrait déjà mettre en place un exécutif légitime. Il ne met pas l'exécutif. Et on est en train d'organiser les élections avec les CPG. Soyons quand même sérieux. Donc voilà, et maintenant alors, pour couronner la boucle, pour terminer, pour couronner la boucle, c'est que on a vu que toute la famille, de la maman au petit du frère, du président de la fédération, sont allés être élus. Pour être élus, il faut être membre du club. Ils sont élus dans les régions et dans tous les clubs dont ils ne sont pas membres. Mathieu, mais il faut le dire. Les autres fédérations, c'est la fin de l'émission. Arrêter les élections dans les autres fédérations. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. C'est un processus qui démarre à peine. La situation est très grave. Merci Mathieu, merci coach Yudom, maître Massabiba et évidemment Emmanuel Mahop. Merci à toute l'équipe technique avec Erin Gando à la réalisation, Nono Fetué derrière les caméras. Amis sportifs, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. C'était pas la même.